QCM numéro 1, vous avez mis quoi comme bonne réponse? Et oui, c'était la réponse B. La E était fausse. Attends. Oui, c'était bien la réponse B, pardon. La E était fausse parce que tout simplement, on vous demandait dans l'énoncé que ça devait concerner les prélèvements des diagnostics prénataux et ça n'avait strictement rien à voir. Donc c'était pour vous rappeler qu'il faut bien lire les énoncés parce que ça vous permet d'éliminer déjà des réponses directement. Donc n'hésitez pas. Ouais, c'est très moche, je sais. Je crois qu'ils sont déjà amusés à faire ça en plus en année, je m'étais fait avoir. Donc QCM1, la bonne réponse c'était la B. QCM2. Alors, le risque de fausse couche la plus importante, c'est la chordosynthèse avec un risque de 2 à 5%. Ne vous inquiétez pas, je vous ai fait une correction détaillée. Donc QCM2, c'est la A. Et pourquoi la A est fausse? Oui, c'est de la prévention primaire qui permet de réduire le nombre de nouveaux cas, donc c'est-à-dire de diminuer l'incidence d'une maladie. Donc QCM2, la bonne réponse était la A. QCM3. C'était la A. Donc le chromatine, c'est la partie de l'ADN qui est décondensée et qui permet en fait de pouvoir être transcrit. Et en échange, on a aussi l'hétérochromatine qui, elle, est très condensée et qui ne permet pas la transcription de l'ADN. Donc la transcription se fait quand l'ADN est hypométhylé et pas hyperméthylé. Donc l'ARN editing, c'est de la régulation post-transcriptionnelle. Le choix du promoteur, c'est de la régulation transcriptionnelle. Et la phosphorylation des histones intervient dans la régulation de la transcription. Donc la bonne réponse, c'était la A. QCM4. Alors la B est fausse. A, C, D, ah, il m'en manque une quand même, hein. Donc les bonnes réponses, c'est A, C, D, E. Donc la B est fausse parce qu'en fait, la surveillance de la couverture vaccinale, c'est pas de regarder l'efficacité sérologique, ça c'est ce qu'on appelle la mesure de l'efficacité vaccinale. Donc c'est deux choses complètement différentes. Et oui, le vaccin de la grippe est pris 100% en charge par l'assurance maladie. Pour ceux qui se posaient des questions. D'ailleurs, pour ceux qui bossent en officine, vous avez dû le voir, par exemple, pour les 75 ans et plus, le bordereau, etc. Et oui, c'est pour tout le monde que c'est pris en charge à 100%. Comme l'aurore aussi. Il n'y a pas de part mutuelle, en fait, dessus. C'est vraiment la Sécu qui prend tout. Ah oui, sans ordonnance, c'est payant, mais quand on parle de prise en charge, c'est qu'il y a une ordonnance. Sinon, on ne peut pas avoir de prise en charge de la part de l'assurance maladie. Bah, sur Ordo sans bon, le vaccin, tu le payeras pas, hein. Ceux qui le payent, c'est ceux qui viennent à l'officine et qui n'ont pas d'ordo, pas de bon, rien du tout, et qui te disent ah, je vais me faire vacciner. Il me semble que ça n'a pas trop changé les tarifs, ça doit être dans les 15 € de mémoire.
Donc les bonnes réponses étaient A, C, D et E. Si jamais vous voulez les cours des fiches de synthèse en santé publique, il ne faudra pas hésiter à me le dire, parce que du coup, j'en ai posté qu'une sur tous les items qui tombent. Donc du coup, QCM5, c'était quoi les bonnes réponses? B, C, D, je suis d'accord. Donc, c'était la question de 2021 qui est tombée. Donc, le mosaïcisme, en fait, c'est quand vous avez une mutation post-zygotique. Donc, il n'y a pas deux zygotes différents en réalité. Il n'y en a qu'un seul. Et en cas de mosaïcisme germinal, bah si, pour la descendance, le risque n'est pas nul puisqu'il y a possibilité de transmettre. Et QCM5, du coup, les bonnes réponses, c'est B, C et D. QCM6. Vous avez mal lu l'énoncé, on vous demandait les réponses fausses. Oui, les bonnes réponses, c'était C et D pour la 6. Alors, une infection nosocomiale, c'est bien une infection qui est acquise dans un établissement de santé, suite à des soins par exemple, et qui est évolutif apparu dans un délai de 48 heures. Le site principal des infections nosocomiales, c'est bien les infections urinaires. Donc, les infections nosocomiales, c'est aussi des infections qui sont acquises suite à de la chirurgie orthopédique et de la pose de prothèses, mais c'est jusqu'à 1 an après l'intervention et pas une semaine. Aspergillus, c'est pas le champignon le plus fréquemment retrouvé, c'est Candida. Et le CNIL, en effet, est bien obligatoire pour tous les établissements de santé privés ou publics. Et la pénétrance, Bombi, ça n'a rien à voir avec le mosaïcisme ou non. Tu peux se retrouver pour toute mutation. Donc QCM6, les bonnes réponses étaient C et D. QCM7. Faux, il m'en manque une. Tout, tout vrai. Pareil, Annales 2021. Ça, c'est l'item de la section 4, item numéro 55, il me semble. QCM8. A, B, oui. Alors ça, du coup, c'est des cas d'anal qui retombent assez fréquemment et qu'il faut avoir quelques notions. Donc là, pourquoi est-ce que c'est la A et la B de vrai? Parce que en cas de non-respect du secret professionnel, comme il y a une atteinte à l'obligation professionnelle du pharmacien, on passe devant le Conseil de l'ordre des pharmaciens. Et en plus de ça, comme cela a induit des dommages et qu'il y a une faute, donc du coup, on passe aussi devant le tribunal correctionnel. Donc le Conseil des prud'hommes, ça concerne des discordes entre salariés et employeurs. Et la section des assurances sociales du Conseil de l'ordre des pharmaciens, en fait, c'est surtout quand il y a des cas de fraude. Bah, des études sur les gènes, il y en a qui se font sur les mineurs. Tant qu'il y a le consentement des parents.
Ah oui, par exemple, la bêta-thalassémie, et je pense aussi au cancer. Bah, pour le coup, c'est 2021, c'est vraiment une annale. Donc, ah bah, là, pour le coup, c'est celui qui est tombé en décembre. Et en effet, les études génétiques, on peut les faire sur des gens asymptomatiques, même s'ils sont mineurs. Non, parce que surtout s'il y a un risque chez la descendance. Donc, du coup, QCM8, A et B. QCM9. BD, je suis d'accord. QCM9, c'est la B et la D. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Euh, Allô? Oui. Parce que la descendance du premier couple, il est soit AO, soit OO, et qu'il est RH plus et moins, puisque la mère est homozygote moins et que le père est homozygote plus, et qu'il est avec il est avec son épouse qui est OO du coup RH plus plus puisqu'elle est homozygote aussi. Donc voilà, l'enfant il peut être AO RH. Il est forcément RH plus du coup, puisque la mère elle est rhésus positif, homozygote. Et il peut être A ou O parce que la mère est O et le père est AO ou OO. Donc, C'est totalement ça. À garder en tête que le RH positif est dominant. ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai oublié le terme. Il ne peut pas être RH négatif parce que justement le RH est positif. Donc même s'il est plus moins, il sera forcément RH plus. Mais on te dit que le père est homozygote. Donc s'il est plus, c'est qu'il est plus plus. Et la mère, comme c'est dominant, pour qu'elle soit RH négative, elle est forcément moins moins. Donc du coup, QCM9, les bonnes réponses, c'était la B et la D. Et merci Samy pour le texte de loi que je vais rajouter dans la correction. Donc du coup, QCM10. La B et la C, je suis d'accord. Les vaccins obligatoires, pour rappel, pour les professionnels de santé, c'est l'hépatite B, le TTP, plus ou moins la fièvre typhoïde en fonction de là où vous travaillez. La D est plus obligatoire depuis 2 ans. Ça, de toute façon, vous avez dû le voir pour ceux qui font leur externat cette année et qu'on vous a demandé de remplir tout le truc pour les vaccins obligatoires, etc. Maintenant, ils ne demandent plus le BCG. Non, on te demande les vaccinations obligatoires pour les personnels de santé. Et à ce que je sache, le vaccin pour Haemophilus n'est obligatoire que chez les nouveau-nés depuis 2018. Et on ne te la demande pas en cas d'embauche.
Donc les bonnes réponses de la 10, c'était la B et la C. QCM 11. Il n'y avait que la B en effet. Donc la thalassémie, c'est une maladie à transmission autosomique récessive et la cirrhose héréditaire est une maladie à transmission autosomique dominante de façon prédominante, c'est à peu près, je crois, 80% et 20% en récessive. Le rachitisme est pas lié à l'X récessif, mais à l'autre du coup, l'X dominant. Et en cas de maladie à transmission à l'X récessif, les femmes ne sont pas malades. Elles sont vectrices. C'est l'homme qui est malade. Donc du coup, il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'était la B. Du coup, le QCM12. B, D et E. Donc en fait, il faut savoir que la pharmacovigilance, quand vous faites les déclarations des effets indésirables, en fait, derrière le pharmacien, lui, il a 3 critères pour pouvoir savoir s'il y a une imputabilité ou non. Donc tout ce qui est imputabilité intrinsèque, c'est les critères chronologiques et sémiologiques. Et tout ce qui est imputabilité extrinsèque, c'est tout ce qui est bibliographie. Donc toutes ces règles-là, en fait, ont été définies en 1985. Donc les bonnes réponses étaient la B, la D et la E. Est-ce que vous avez des questions sur la santé publique et la génétique, enfin la façon dont ça peut tomber en QCM le jour du concours ou pas? Ou sur ce qu'il faut bosser ou pas bosser trop? Du coup, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à la correction du cas. Alors, les sources que je recommande, pour le coup, alors, pour la santé publique, c'est les cours de Toulouse parce que la prof siège dans le jury du CNCI pour faire les sujets et les QCM. Sinon, pour ceux qui ne viennent pas de Toulouse et qui n'ont pas accès du coup aux diapos, etc., il faut savoir qu'elle a écrit les cours qui se trouvent dans le Moniteur. Il me semble que c'est le Moniteur tome 1. Et du coup, en santé publique, si vous voulez, je pourrais vous passer toutes mes fiches de synthèse du coup, et j'avais vraiment fait la fiche de synthèse en fonction de ce qui tombait en QCM. Donc ça tourne beaucoup autour des définitions. Ouais, beaucoup autour des définitions au final. Et après, il faut beaucoup s'entraîner pour les QCM de droit et de santé publique parce que ceux qui font les annales de QCM, vous avez dû vous apercevoir que ça tombe toujours plus ou moins sur les mêmes thématiques. Alors, en génétique, je vous conseille vraiment de bien connaître les 2 items, enfin l'item 56 de la section 4, vous savez, sur les diagnostics prénataux, etc. Parce que pour le coup, ça peut vraiment tomber en cas clinique. Un peu comme ce que je vous avais fait à la conférence de génétique, il me semble, au mois de mars. Et après, en génétique, les QCM tournent beaucoup sur tout ce qui est karyotype et méthode, par exemple la méthodologie, enfin la séquençation Sanger, etc. Quel matériel il faut utiliser, qu'est-ce qu'on recherche, est-ce que c'est des grandes mutations, des mutations ponctuelles, etc. Et ça tombe beaucoup sur les transmissions mendéliennes aussi. Et là, pour les bosser au niveau support, donc les cours de PACES++, hein, parce que très franchement, la physiologie, ça va pas spécialement plus loin, ou les cours de P2. Et après, pour les 2 items de la section 4, il y a le de Boeck, même s'il n'est pas à jour pour les diagnostics prénataux. Je vous avais mis les recos de la HS, par exemple, pour la trisomie 21 dans le drive de la conf de génétique.
Moniteur, tome 2 ou 3 est pas trop mal non plus, même s'il est très dense. Mais c'est à peu près tout. Je vous avais aussi donné des fiches de synthèse si jamais ça peut aider certains à cibler ce qu'il faut connaître ou ne pas connaître. Donc du coup, on va commencer sur le cas. Donc certains m'ont dit que ça allait. Pour ceux pour lesquels ça n'allait pas, pour quelles raisons? Est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas du tout vu le cours? Ou est-ce que vous manquez de méthodologie pour faire des dossiers de pharmaco? Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Et c'est long. Vous avez ouvert enfin, franchement, vous allez voir, les annales de pharmaco sont très longues au concours. Enfin, c'est mon avis personnel parce que je trouve que on peut tellement donner de détails, surtout celles qui tombent sur les anticancéreux. Par exemple, pour ceux qui sont amusés à faire les annales, il y a un sujet génial qui s'appelle les anticancéreux et les antalgies. Je crois qu'il y a 8 ou 9 questions juste horribles et imbouffables. Donc du coup, on va faire la correction et on va faire des points de méthodo par la même occasion. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions si vous ne comprenez pas la méthodologie ou si vous voulez que je rentre plus dans les détails. Donc comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de lire l'entièreté du sujet. Donc ici, on vous dit que c'est un monsieur, 53 ans, 60 ans. Donc 53 ans, 60 ans, c'est important. Bon, on vous dit qu'il a un cancer colorectal métastasique. Bon, soit. Après, on vous donne ses antécédents, l'hypertension artérielle, l'hypercol et les troubles du rythme. Donc ça, on surligne parce que c'est important. Donc il vient pour sa cure. Donc les protocoles, normalement, pour l'internat, vous n'êtes pas censé les connaître, vous les verrez à l'hôpital. Donc là, on vous donne la cure. Donc dedans, il faut faire attention parce qu'il n'y a que 3 anticancéreux et un qui est de l'acide folinique, c'est l'acide folique, donc la vitamine B9, qui est utilisée parce qu'il y a la 5-fluorouracile, on reviendra après. Et on vous donne un bilan bio. Donc là, déjà, à mettre au crayon à papier, est-ce que ça diminue, est-ce que ça augmente, est-ce que les valeurs sont normales, histoire de garder en esprit ce qui peut être changé sur le cas. Et on lit les questions. Donc la première, on vous demande la classe pharmacologique et le mécanisme d'action. Donc la question est assez claire et concise, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Surtout qu'on vous demande à la question numéro 2 les effets indésirables. Donc pareil, question numéro 2, on vous demande les effets indésirables, on ne vous demande pas spécifiquement de comment est-ce qu'on doit les prendre en charge ou quoi que ce soit. Donc on s'arrête à les citer molécule par molécule. En mettant, si jamais vous avez la notion de quel effet indésirable est retrouvé quasiment tout le temps avec la molécule. Donc la question numéro 3, c'est pareil, on revenait encore sur la classe pharmacologique. Donc là, il pouvait être possible de donner le mécanisme d'action puisqu'il n'était pas demandé, mais très franchement, je ne sais pas si vous auriez eu le temps de le faire. Après, on vous demande quel antiémétique doit faire l'objet d'une surveillance, donc c'est pour ça que les antécédents étaient importants. Et on vous demande les effets indésirables de cet antiémétique. Donc là, pareil, vous ne pouvez pas non plus aller plus loin. Donc après, la question 4 et 5, il faut savoir que c'est des questions qui sortent directement d'Anal, surtout la question 5, c'est du copier-coller, mot pour mot. Donc la question 4, en fait, là, il fallait vraiment s'arrêter d'expliquer le but de la titration des morphiniques, comment est-ce que ça se déroulait, et qu'est-ce que l'interdose, comment on gérait ça, à quoi ça servait, grosso modo. Il n'y avait pas besoin de partir sur le sulfate de morphine, ça fait tel mécanisme d'action, etc. C'était absolument pas la question. Et la question numéro 5, donc j'ai vu sur les copies que j'ai reçues que vous m'aviez fait tout le bilan biologique. Si je vous demande lequel, c'est qu'il n'y a qu'un seul paramètre qui était analysé sur le bilan bio. Et donc, du coup, ça veut dire que vous avez perdu énormément de temps et que vous auriez pu répondre à peut-être mettre un peu plus de détails ailleurs. Donc là, on analyse le paramètre avec valeur usuelle, valeur patient, variation. On calcule ce qu'il y avait à calculer, c'est-à-dire ici le DFG. Et après, on fait la conclusion et on en tire une conclusion dessus. Grosso modo, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin sur ce cas-là. Est-ce que déjà, il y a des gens qui ont des questions?
Les contre-indications, si vraiment tu avais du temps, au pire, tu les mettais sur la question 1 pour les anticancéreux. Mais là, c'était vraiment pas l'objet, hein. Sinon, très vraiment, dans les dossiers de pharmaco, les questions sont assez ciblées. On vous demande vraiment, donnez-moi le mécanisme d'action, quelle est l'interaction médicamenteuse visible sur l'ordonnance. Typiquement, des fois, ils s'amusent à mettre les AVK avec le miconazole. Alors non, les dossiers ne sont pas forcément plus légers à côté. Souvent, en fait, plus le cas est long, donc plus il y a de questions, donc plus les points sont répartis. Donc ça veut dire que moins on attend de blabla dans chaque réponse. Si vous pouvez essayer de retenir ça comme ça vous aidera peut-être. Bon, du coup, la réponse 1. Qui veut se lancer? Qui me donne les classes déjà pharmacologiques des 3 molécules? Et oui, le mécanisme d'action, c'était le mécanisme d'action précis pour chaque molécule que j'attendais. Donc l'irinotécan. Inhibiteur des topoisomérases 1. Je suis d'accord. Est-ce qu'on pourrait essayer d'être plus précis? Donc la classe pharmacologique, il faut toujours aller du plus large au plus centré. Donc l'irinotécan, déjà, c'est un agent anticancéreux. C'est con, hein, mais il faut quand même le mettre. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Parmi tous les agents anticancéreux qui existent, c'est ce qu'on appelle un agent cytotoxique parce que ça a une action directe sur l'ADN. Et ensuite de ça, c'est un inhibiteur des topoisomérases 1. Donc vous voyez, je suis allée de la base et après j'ai affiné et j'ai comme ça une classe pharmacologique qui est vraiment complète. Donc après, au niveau du mécanisme d'action, je suis d'accord, c'est une molécule qui agit en phase S dépendante. Qui va créer des coupures d'ADN. Donc par extension, la mort cellulaire. Il faut savoir que le Doboec n'est pas à jour et en plus il est bourré d'erreurs sur les anticancéreux. Je ne sais pas si c'est celui-là dont tu parles. Donc en effet, ça inhibe la réplication, je suis d'accord. Donc, si on reprend depuis le départ avec toutes vos informations, en fait, l'irinotécan, comme tous les inhibiteurs de la topoisomérase, ça va faire une complexe entre l'ADN, la topoisomérase et son inhibiteur. Donc ce complexe qui est formé, en fait, ça va bloquer la fourche de réplication en phase S. C'est pour ça qu'on dit que c'est une phase S dépendante. Ce qui induit du coup ce blocage de la réplication, bam, ça induit une coupure d'ADN. Donc du coup, les coupures d'ADN, a fortiori, à terme, induisent la mort cellulaire. Si on veut faire très simple. Alors, si tu connais si c'est réversible ou pas, oui, tu peux totalement le préciser. Alors oui, après, au niveau de la présentation, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous l'écris comme ça parce que je n'ai pas commencé à faire des tableaux sur Word, je vais vous avouer. Mais oui, oui, très franchement, cette forme de tableau, en plus, c'est hyper clair et tout. Faut pas hésiter. Oui, je sais que c'est dans les insertions, mais c'est juste que pour moi, en fait, la correction est déjà faite. C'est juste pour qu'on puisse la faire tous ensemble et que ce soit interactif. Donc, du coup, l'oxaliplatine, c'est quoi cette petite classe pharmacologique? Alors, est-ce que c'est un agent alkylant? Ah ah, c'est un apparenté des alkylants. Donc, on commence. C'est un anticancéreux, une action directe sur l'ADN. Bon, je vais y arriver.
Action directe sur l'ADN, donc du coup, c'est un cytotoxique. Apparenté aux alkylants. Dérivé du platine. Il fonctionne comment cette petite oxaliplatine? Formation de liaison covalente avec l'ADN, ouais. Je suis d'accord, mais bon, j'attends du détail pour le coup. Quand on vous demande du mécanisme d'action, on vous demande vraiment du détail. Intercalant entre deux bases électrophiles, coupure d'ADN. Ouh, ça fourmille. Il y a des idées, il y a des très bonnes idées en soi. Alors, est-ce que quelqu'un connaît le mécanisme d'action spécifique aux platines tout court et pas aux apparents, enfin pas aux alkylants? Oui, en effet. Alors, on va reprendre et je vais vraiment vous faire le mécanisme d'action dans le détail. Donc, en fait, dans l'organisme, on va avoir une hydrolyse spontanée et ça va donner des diaquaplatines qui vont être très réactifs. Ces diaquaplatines, en fait, vont pouvoir faire une attaque électrophile sur les guanines ou les adénines. Et ça va former des adduits de platine. Donc, c'est une liaison covalente platine-ADN. C'est un mécanisme qui est bifonctionnel. Donc, du coup, on va retrouver du pontage inter et du pontage intra-brin. Je suis pas sûre sur la notion de pontage. Est-ce que on peut dire cassure ou pas? En fait, les pontages peuvent induire des cassures si jamais ils ne sont pas réparés, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Ok, ok. Donc oui, là, les pontages après peuvent induire des cassures, donc mort de enfin, mort cellulaire. Mais du coup, on peut mettre pontage et une flèche et dire cassure des brins Oui. intra et inter. Ok, Alors par contre, c'est les pontages qui sont inter ou intra-brin, hein. Attention. ok, ok, d'accord, d'accord, ok. Merci. De toute façon, il faut retenir hein, les cytotoxiques, c'est mort cellulaire à la fin. Mais ça va, au final, vous n'êtes pas si mauvais que ça là, sur les anticancéreux, hein. Est-ce qu'il y a des questions? Ah non, l'oxaliplatine, c'est pas un agent intercalant, hein. Bah, allez, question. C'est quoi les agents intercalants? Les agents intercalants, en fait, c'est les anthracyclines. Donc, c'est tout ce qui est donorubicine, idarubicine, doxorubicine et pyrrubicine. Tout ce qui termine en rubicine. C'est eux, en fait, les agents intercalants. Donc, la 5-fluorouracile, la 5-FU, c'est quoi sa petite classe pharmacologique? Antimétabolite, je suis d'accord, un peu plus précis que ça. Anticancéreux, antimétabolique, analogue nucléosidique, des bases pyrimidiques. Nickel.
Donc, un inhibiteur de la thymidylate synthétase, je suis totalement d'accord avec ceci. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai inhibé cette enzyme et qu'est-ce qui va se passer sur mon ADN? Ou au niveau cellulaire? Donc, ouais, donc si j'inhibe ma synthèse d'ADN, ouais, bah, très clairement, hein, ça induit au bout d'un moment la mort. Parce que pas de réplication, tout ça, tout ça. Et ici, quelqu'un peut me dire à quoi servait l'acide folinique? C'est une synergie d'action, ouais. Donc ça imite pas la toxicité pour le coup. Ça potentialise l'action de la 5-FU, je suis totalement d'accord. En fait, il faut savoir que la 5-FU, quand on l'associe avec l'acide folinique, ça stabilise la lésion avec l'enzyme et ça augmente l'activité. Ce qu'on appelle de la synergie d'action. Je Oui. voulais savoir dans le debug, il parle aussi du fait ils prennent la place de l'uracile dans l'ARN et que il y a un défaut de synthèse protéique, il faut en parler ou pas? Bon, si tu sais plus dans le détail, oui, pourquoi pas. Je sais pas, hein, c'est le debug. Non, non, mais en soi, oui, pourquoi pas. C'est vrai que ça agit aussi dessus. Est-ce que vous avez des questions sur la question numéro 1 du coup? Ah bah du coup, Bombi, je t'ai mis le mécanisme. Parce qu'en fait, l'acide folinique, ça voit ça un peu comme un stabilisateur. Et du coup, bah, si ton 5-FU peut vraiment être au contact et stabiliser sa liaison avec la thymidylate synthase, du coup, ça va pouvoir augmenter l'activité de la 5-FU. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle en fait la synergie d'action. Je sais pas si on peut trouver des schémas sur Internet qui seraient peut-être plus parlants. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou pas? Surtout, il ne faut pas que vous hésitiez, hein, si jamais vous n'avez pas compris quelque chose ou... Même si d'un point de vue méthodo. Alors, le complexe exact, je ne sais pas lequel est formé. Donc, je voudrais pas te dire de conneries. Vraiment, par contre, retenir que ça inhibe cette enzyme-là et que du coup, ça induit une inhibition de... Alors, en fait, il faut savoir, Bombi, que l'acide folinique, on l'utilise en chimiothérapie parce qu'il peut la donner en IV de mémoire. Donc, c'est très pratique, en fait. Ouais, l'acide folinique, ouais, c'est celle qu'on donne en IV. En fait, c'est très pratique parce que tu peux quasiment tout mettre ensemble. Ce qui évite aux patients de. Et au moins, tu es sûr que tu n'as pas de premier passage en hépatique, etc. ou que c'est pas bouffé quelque part. Alors pour le coup, l'acide folinique, ça a vraiment une action sur la synergie d'action. Alors oui, ça doit peut-être limiter aussi des effets indésirables autres, mais je ne pourrais pas les donner en détail.
faut vraiment retenir la synergie d'action qu'il y a entre les deux. Bah, en vrai, Bombi, ça serait pas déconnant parce que si tu stabilises la liaison, ça veut dire que tu as encore plus d'action de la 5FU, donc potentiellement plus d'effets indésirables. C'est vrai que moi, dans mes cours, ça s'est vraiment arrêté aux potentialisations de l'effet et dans le de Boeck de ce que je vois aussi. Par contre, l'acide folinique, on l'utilise en prévention des EI avec pour d'autres molécules. Vous avez raison, mais pas pour le 5FU. Ce que je suis en train de regarder aussi. Donc du coup, question numéro 2, c'était les effets indésirables prévisibles par la chimio. Donc du coup, on va aller molécule par molécule. Quels sont les EI? Donc l'irinotécan, qu'est-ce que vous pouvez me citer comme effet indésirable, notoire ou pas notoire? Diarrhée. Alors, totalement d'accord. Donc trouble digestif. Diarrhée aiguë. Plus tardive. Alors, syndrome cholinergique aigu, je suis totalement d'accord aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des diarrhées. Alopécie et toxémato, je suis totalement d'accord. Alors, au niveau des troubles digestifs, est-ce qu'il n'y a que de la diarrhée ou est-ce qu'on peut aussi retrouver d'autres troubles? Ouais, nausées. Ouais, du coup, les vomissements qui vont avec. Il y a un syndrome cholinergique se caractérise par quel type de clinique? Myosis, oui. Hypersalivation. Hypersudation aussi. Bon, les diarrhées, oui. Dedans, on va aussi retrouver tout ce qui est crampes, abdos. Il y en a un dernier qui va dans la triade de l'hypersalivation, l'hypersudation. L'hyperlacrymation, oui, le larmoiement. Bon, on n'est pas trop mal pour les rhinotécans. Bon, maintenant, on passe à l'oxaliplatine. Hématotox. Oui. Mais surtout, neurotox. Ça, c'est plus, 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 plus. Donc, ça fait de la neuropathie périphérique. Et que l'oxaliplatine est connu pour son autotoxicité. Oui, pas d'autotoxicité ni de néphrotox. L'autotoxicité, c'est le cisplastine plus, 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 plus. Et la néphrotox aussi, d'ailleurs. Il faut savoir que l'oxaliplatine est très peu, enfin, beaucoup, beaucoup moins pourvoyeur de vomissements par rapport à la cisplatine qui, elle, est émétisante x 15 000. La tox vésicale, c'est le cyclophosphamide qui l'a, donc ça fait partie de la famille des moutardes d'azote.
Et du coup, notre dernière petite molécule, c'était la 5-FU. Alors, syndrome main-pied, oui, c'est pas le plus notable. Donc, il faut savoir que la 5-fluorose qui doit vous sauter aux yeux, c'est la toxicité digestive qu'elle a. Donc, les stomatites, nausées, vomissements, diarrhée. Après, il n'y a pas de cardiotox. On retrouve par contre de la photosensibilité, je suis d'accord. De l'alopécie, je suis d'accord. De la toxicité au niveau de la reproduction, puisque ça amène des aménorrhées et des aospermies. Et une toxicité hématologique qui est réversible. Donc, au niveau des troubles cutanés, en fait, on va retrouver tout ce qui est hyperpigmentation, l'alopécie, les rages urticaires et le fameux syndrome main-pied. Globalement, voici tous les effets indésirables qu'on peut retrouver avec la 5-FU. Est-ce qu'il y a des questions ou des incompréhensions? Est-ce qu'on pouvait faire une partie avec tous les effets indésirables qui sont pas spécifiques d'une chimiothérapie, mais qu'on retrouve dans les chimiothérapies ou pas? Non, parce que là, on te demandait spécifiquement de cette chimiothérapie. Donc, on te demandait du protocole Folforinox. Donc tout ce qui est troubles tératogènes, cancérogènes, etc., on les mettait pas? Non. Tu mettais la toxicité hématologique. Oui, la toxicité hématologique, de toute façon, elle était commune aux 3 molécules. Mais par exemple, la toxicité et la reproduction, on la retrouve surtout sur la 5-FU. Ok. Bah, du coup, si tout roule et qu'il n'y a pas de questions, enfin pas d'autres questions, on peut passer à la question numéro 3. Du coup, qui peut me donner la classe pharmacologique de l'endon-cétron? Odon-cétron, pardon. Alors, on va y aller de la base et on affine. Donc, l'odon-cétron, c'est un antiémétique, un antisérotoninergique, anti-5-HT3 pour être précis, qui fait partie de la famille des cétrons. La dexaméthasone. Donc, c'est un anti-inflammatoire stéroïdien, ce qu'on appelle les glucocorticoïdes. Et l'alprazolam. Un anxiolytique, c'est de la famille, l'anxiolytique de la famille des benzodiazépines, je suis d'accord. Donc après, la deuxième partie de la question, vous demandez quel antiémétique devait faire l'objet d'une surveillance au vu des antécédents du patient. Non, c'était pas les corticoïdes du coup. C'était le cétron. Pourquoi? Torsadogène, oui. Allongement du QT. Ah, il faut savoir, la famille des cétrons, vous retenez des troubles cardiaques, troubles du rythme et allongement du QT. Donc du coup, chez un patient qui présente déjà des troubles du rythme, il faut faire hyper gaffe quand vous allez l'utiliser pour éviter de majorer ça.
Ou alors carrément, normalement, on passe sur une autre molécule. Non, la dexaméthasone avec l'HTA, très franchement, on s'en balèque un peu. Enfin, on s'en balèque un peu. En fait, il faut juste qu'ils surveillent à la maison, voir s'il n'y a pas de problème. Et ça se mesure hyper facilement puisque avec le brassard à la maison, les patients ont l'habitude de le faire. Et si vraiment il y a des gros troubles de l'attention, là, le médecin va pouvoir réguler facilement. Alors que pour le coup, les arythmies, c'est hyper pas facile à faire. Et en pratique, si, enfin, pour le coup, pour faire de la, enfin, pour bosser avec beaucoup de cancéreux et on fait justement les protocoles, ces protocoles-là, on fait les corticoïdes, même si le mec il a de l'HTA, on les donne, hein. Surtout que c'est vraiment donné sur de la très courte durée, c'est pas sur du long cours. On va vraiment le donner pendant la chimio, enfin pendant la chimio, parce que le vomissement aigu, c'est vraiment sur les 24 heures grand max. Et en plus, les protocoles de chimiothérapie, on le fait à l'hôpital, donc on surveille, on fait vachement gaffe au rythme cardiaque, à la tension artérielle. Donc au moindre problème, on peut administrer un petit Loxène. Je sais pas, j'ai pas encore décidé pour les points bonus. Souvent, je les fais en fonction des copies. En fonction de ce que vous avez mis en règle générale. Et surtout que, du coup, tu m'as donné les effets indésirables de quelle molécule? Ah oui, bah là, par contre, je ne peux plus rien. Ouais, c'est du traitement court, donc la dexaméthasone rentre même pas dans les calculs. C'est pour ça que je dis qu'on s'en balèque, entre guillemets, quoi. Par contre, sur du traitement long cours, là, par contre, je leur ai dit, ouais, l'attention, il faut vraiment faire gaffe. L'hypercol aussi, on surveille de près. Donc, du coup, c'est quoi les effets indésirables des cétrons, en dehors des troubles cardiaques? Hypersensibilité, je suis totalement d'accord. Les céphalées aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on peut donner? La personne a des céphalées, on donne quoi? Oui, du paracétamol. Ça arrive très fréquemment à l'hôpital, c'est pour ça qu'on leur donne quasiment systématique. Constipation, oui. Et vous savez que ça peut même aller jusqu'au syndrome occlusif, donc on fait vachement gaffe quand le patient nous dit «Oh, j'ai du mal à la selle et tout». Et on a aussi les flushs. Donc, grosso modo, si on doit retenir quelque chose des effets indésirables des cétrons, c'est vraiment l'hypersensibilité, les céphalées et les flushs, tout ce qui est troubles digestifs et les troubles cardiaques. Après, bon, les réactions au point d'injection, sachant que en fait, ça se donne en IV, t'en as pas. Ça serait le cas, par exemple, si c'était l'intramusculaire ou de la sous-cute. Les cétrons, c'est soit de l'IV, soit de la VO. Mais la plupart du temps, à l'hôpital, on leur donne en VO parce que comme ça agit aussi sur les vomissements retardés, ils repartent avec à la maison, c'est plus simple. Enfin, ils ont toujours leur petite boîte qu'ils amènent lors des chimios. Est-ce que quelqu'un a des questions du coup? Les flushs, oui, c'est ce qu'on appelle les bouffées de chaleur. C'est le terme un peu plus médical, on va dire. Donc, du coup, on passe à la question 4 et on tombe sur les antalgiques.
Alors, qu'est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la titration des morphiniques? À quoi ça sert? Comment ça se déroule? Déjà, c'est quoi le but de faire une titration? Ouais, trouver la bonne dose qui va soulager le patient, je suis assez d'accord. Pourquoi est-ce que, par exemple, on s'amuse pas à balancer ça comme ça et hop, 10 milligrammes et puis... Donc ouais, c'est pour éviter les excès, donc par extension, les effets indésirables. Donc si on veut être dans des termes précis, c'est obtenir un effet analgésique optimal tout en minimisant les effets indésirables. Donc pourquoi, par exemple, donner à un patient 60 milligrammes de morphine alors que, imaginons, 10 lui suffisent largement sur la journée pour pouvoir pour être soulagé. Comme en plus, il y a une tolérance qui s'installe, quand vous donnez 60 sur la durée, bah, au bout d'un moment, 60 ne suffira plus, donc ça passera à 65, 70, etc. Donc autant commencer au plus petit dosage possible. Et donc du coup, plus c'est petit dosage, et moins il y a d'effets indésirables. Donc on sait à quoi sert la titration des morphiniques. Maintenant, est-ce que quelqu'un a une idée de comment ça se déroule? Comment est-ce qu'on fait ça à l'hôpital ou ça se fait souvent à l'hôpital d'ailleurs? À l'hôpital ou même en ville? N'hésitez pas à prendre la parole en vocal. Alors ouais, à l'hôpital, ça peut se faire directement via la pompe à morphine. Alors, du coup, on va se mettre à J1, on va commencer dans l'ordre. Notre patient arrive, on doit lui donner des morphiniques, on commence la titration, donc on débute le traitement avec une forme à libération immédiate, ce qu'on appelle la dose initiale de charge. On lui administre. Si la dose est efficace, la dose initiale va être renouvelée toutes les 4 heures sur la journée. Si par contre elle est inefficace, on donne 1/6 de la dose toutes les heures jusqu'à efficacité, ce qu'on appelle en effet les interdoses. Donc ça peut aller de 1/6 à 1/10 de la dose totale. On arrive au deuxième jour. Donc là, la dose qu'on va donner au patient, ça va être la dose initiale qu'on lui a administrée, plus toutes les interdoses qui ont pu être données à J1. Si on a obtenu une efficacité, en fait, la dose qui est utilisée devient une dose à libération prolongée. Donc, c'est-à-dire qu'on donne un comprimé matin et un comprimé le soir, qu'on peut associer à des interdoses à peu près toutes les 4 heures. Et donc, comme a dit quelqu'un, l'interdose, c'est à peu près 1/6, 1/10 de la dose à libération prolongée quotidienne. Dès qu'il y a 4 interdoses par jour qui a été donnée, hop, on l'intègre dans la dose LP pour éviter que le patient prenne trop de médicaments. Et maximum, à peu près, c'est 4 comprimés par jour avec un intervalle de 2 à 4 heures. Est-ce que vous avez une notion? En fait, l'interdose à J1, par exemple, si ton patient... Bon, déjà, on va regarder est-ce que le patient a déjà eu accès à des morphiniques ou pas, parce que ça va beaucoup changer sur euh, sur la tolérance. Chercher le mot. Donc, la plupart du temps, en fait, on donne la plus petite posologie et on va en augmentation croissante. Et on regarde aussi par rapport au kilo du patient. En fait, il faut savoir que
si vous avez déjà vu des ordonnances de morphinique, souvent il y a marqué par exemple scannant LP un matin et un soir. Donc ça, c'est la dose à libération prolongée qui va vous couvrir normalement toute la journée. Sauf que ça peut ne pas être le cas et c'est pour ça qu'on donne des interdoses à libération immédiate. Donc si jamais on a donné 4 interdoses, donc 4 comprimés dans la journée en plus des 2, celui du matin et celui du soir, en fait on va intégrer la posologie de ces 4 comprimés dans la dose LP. C'est-à-dire qu'imaginons on a 60 mg le matin, 60 mg le soir, et que le patient a pris 5 x 4 mg de morphine en plus dans la journée. 5 x 4, ça fait 20. 60 plus 20, ça fait 80. Donc, du coup, on va donner 40 le matin et 40 le soir. Comme ça lui évite de prendre plus de médicaments, parce que s'il est soulagé par 80, pourquoi est-ce qu'on le laisserait à 60 sur le schéma à libération prolongée? Parce que dans tous les cas, il ira manger ses 4 comprimés en plus. Je ne sais pas si mon explication était claire. Ça, vous verrez, ceux qui sont passés en pharmacie clinique, en cancérologie ou autre, vous avez dû en voir des paquets d'itistrations de morphine. Alors, si par exemple, tu n'as pris que 3 interdoses dans ta journée, oui, on va garder les interdoses. En fait, l'interdose, imagine-toi que c'est un peu le médicament bonus. On te donne forcément tous les jours, un matin et un soir, un comprimé de morphinique. Et si jamais tu as mal encore, bah hop, t'en prends un petit. Et si tu dépasses 4, bah hop, t'intègres comme ça la dose matin et soir. Comme ça, le patient, il est soulagé et il est tranquille. Donc du coup, Boombi, en fait, au J2, tu vas prendre la dose que tu vas administrer au patient. Ça va être la dose initiale que tu lui avais donnée, donc la dose initiale de charge, plus toutes les interdoses que tu as pu donner à J1. Donc imaginons en dose initiale, tu avais mis 5 mg, il a pris 5 fois 3 mg en interdose. Bah, du coup, hop, la dose du J2, ça va être 5 plus 5 fois 3. Donc ça va être 20 mg d'un coup. Et là, si notre patient est soulagé, bah 20 mg, c'est ce qu'il soulage. Donc je lui donne 10 le matin, 10 le soir, avec des interdoses possibles toutes les 2 à 4 heures. Est-ce qu'il y a encore des questions sur ce sujet? Bah, donc, du coup, on va passer à la dernière question qui est pour le coup un copier-coller d'une anale. Donc là, on vous disait que le patient présentait des effets indésirables imputables à l'augmentation des doses de morphine. Et on vous donnait le bilan bio au début et on vous demandait qu'est-ce qui pouvait expliquer l'origine de cette mauvaise tolérance. Donc du coup, quel était le paramètre à regarder? Calcul la clairance, du coup, hier, je suis totalement d'accord. Donc du coup, c'était la créate. Donc sur le tableau, je dois voir apparaître que la créatinine et le DFG. Le reste, on s'en fiche. Donc du coup, la créate, enfin, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la créate et du DFG? Vous avez trouvé combien pour le DFG? 39, ouais, je suis assez d'accord. 39,6, même si on veut être précis. Donc, c'est la formule de Cockcroft et Gold qu'on doit mettre. Donc, la formule, pour rappel, c'est K, donc c'est un facteur qui vaut 1,23 chez les hommes, fois 140 moins l'âge, fois le poids, divisé par la créatinine en micromoles par litre.
Et donc, du coup, vous avez votre DLG à 39. Bon, qu'est-ce que vous en concluez? Ouais, une IR, mais une IR modérée, je préfère, ouais. On peut au moins donner un peu un stade. Bah, en fait, même si c'est pas chronique, les stades, en réalité, sur le terrain, on les utilise aussi pour les IRA. Comme ça, en fait, ça permet de situer. On sait qu'à 39, on est vraiment sur l'insuffisance rénale modérée. Par exemple, vous auriez eu une œuvre de DVG, vous êtes sur une insuffisance rénale sévère. Je ne parle pas de terminale parce que justement, on ne savait pas si c'était chronique ou pas. Mais en fait, il faut savoir que toutes les valeurs biologiques doivent être quantifiées. Là, en fait, si j'ai pas mis le stade 3B, mais que je mets insuffisance rénale modérée, ça permet de situer. Une insuffisance rénale, si elle est modérée, déjà, ça fait moins tiquer que si elle est sévère, parce que si elle est sévère, souvent, tu fais de l'adaptation de posologie plus, et c'est extrêmement chiant, on va pas se mentir. Pourquoi l'urée est normale? Bah, je sais pas, tu demanderas au mec qui a pondu le dossier au CNG. Parce que pour le coup, j'ai pas touché. Et donc, pourquoi en fait ça peut expliquer cette mauvaise tolérance de la morphine d'avoir une insuffisance rénale modérée? Je suis pas totalement d'accord. Enfin, je suis partiellement d'accord. Alors oui, la morphine a une élimination rénale, mais il faut aller bien plus dans le détail parce que cette fois-ci, le CNG attendait un mot-clé précis et c'est la M6G, la morphine. Donc c'est la 6-glucuronide, qui est un métabolite actif de la morphine en fait, qui est éliminé par voie rénale, et que si jamais on a une insuffisance rénale, en fait, on va avoir moins d'élimination, donc on va majorer les effets indésirables. Est-ce que ça vous parle le nom de ce petit métabolite? Je ne sais même plus s'ils le mettent dans le Deboëck ou pas. Non, ils ne le mettent pas. Donc oui, ça c'est un métabolite fort qu'il faut retenir de la morphine, en fait, c'est que c'est un métabolite actif et qui va participer en fait aux effets indésirables et qui va être éliminé au niveau urinaire. Donc si jamais vous avez une insuffisance rénale, bah forcément vous éliminez moins, donc forcément vous majorez les effets indésirables. Le 6-glycuronide. C'est ce qu'on appelle la morphine 6-glucuronide, c'est le M6G. Ah, dans le ouais, peut-être du côté toxicologique, ils en parlent. Bah, je crois qu'on n'est pas trop mal, il n'y a pas grand-chose de plus, hein, de toute façon, à mettre sur ce cas. Y aurait-il des questions? Donc, vous en faites pas, hein, la correction détaillée va être entièrement donnée et ça va reprendre, comme d'habitude, tout ce qu'on a dit, enfin, tout ce qu'on a dit, les points bonus. Si jamais je vois des conneries dans les copies au niveau méthodo, je ferai un rappel méthodo aussi au début.
Si jamais vous avez des questions sur les items qui sont tombés, sur ce qu'il faut apprendre, pas apprendre, quel support utiliser aussi, il ne faut pas hésiter parce que c'est plus ou moins le moment. Comme on a un petit comité. Bah, du coup, s'il n'y a rien de plus, on va pouvoir arrêter là. N'oubliez pas de vous inscrire au concours blanc parce que vous avez eu un avant-goût des magnifiques sujets qu'on vous a préparés. D'ailleurs, vous pouvez remercier Lucas pour cette colle sublime par rapport au sujet parce que c'est lui qui m'a inspiré. Vous avez échappé au Airshop ou ce genre de protocole-là. Donc du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis bah n'hésitez pas si jamais vous avez des questions qui vous viennent en cours d'idée et surtout soyez pas démoralisés devant des sujets de pharmaco. La semaine prochaine, par contre, il n'y a pas de colle. Faites attention. Enfin, pas besoin de demander, c'est normal parce qu'on finalisera la préparation du concours blanc, donc on n'aura pas le temps d'en faire une. Et de corriger les copies surtout. Donc bonne soirée tout le monde. Merci. Voilà, vous en faites pas, les sujets sont quasiment prêts. Vous allez adorer. Ah, vous en faites pas, on a fait un sujet à 3 mois en plus, donc ça va être une pure pépite. Lucas, Léa et moi, ça va être quelque chose.